Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une foule imposante appelle à des actions concrètes en soutien à la Palestine dans le cadre de la marche pour la paix qui s'est tenue à Arta. Toujours dans l'actualité nationale, mais hors de nos frontières, nouvelles solutions numériques pour l'emploi et la solidarité sociale. Et enfin, dans l'actualité internationale, entrée en vigueur d'une trêve de 4 jours à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. C'était ce matin que des milliers d'individus de divers horizons ont convergé à Arta pour participer à la marche de solidarité en faveur du peuple palestinien dans le cadre de la 17e édition de la randonnée pédestre d'Arta, rebaptisée Africa Peace. Cette année, en hommage à la paix en Palestine, organisé par le secrétaire d'État chargé au sport, l'événement visait à sensibiliser la population sur les défis contenus auxquels la population palestinienne est confrontée et à promouvoir la paix dans la région. La marche a débuté tôt ce matin, ne se voulait pas seulement symbolique, mais cherche également à encourager des actions concrètes pour promouvoir la paix et la justice. Réunissant une centaine de passionnés venus de divers horizons du pays, cet événement a été marqué par la participation des personnalités éminentes, parmi lesquelles des ministres tels que le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le ministre de l'Énergie, Younis Ali-Guedi, le ministre du Commerce, Mohamed Ouarsama, à leur côté des ambassadeurs, des députés, des préfets, des représentants d'organisations internationales. Rappelons que la trêve de 4 jours en cours a marqué le début de cette manifestation pacifique qui s'inscrit dans le cadre d'initiatives mondiales visant à attirer l'attention sur la situation en Palestine et à encourager des solutions pacifiques aux conflits persistants. Les organisateurs avaient appelé à la participation à tous ceux qui soutiennent la justice et la paix, soulignant que la solidarité transcende les frontières et que la paix est un objectif atteignable grâce à un engagement collectif des personnalités de haut niveau, dont des membres du gouvernement, des parlementaires et des ambassadeurs des pays amis ont pris part à cette marche. Cette marche pacifique, bien plus qu'un simple geste symbolique, représentant un appel mondial à l'action concrète en faveur de la paix. Nous avons voulu faire une marche en soutien à la Palestine, à nos frères et sœurs, nos petits frères et sœurs, tous les enfants qui décèdent chaque minute à cause des atrocités d'Israël. Inch'Allah, c'était pour nous une façon de montrer notre soutien. Et le peuple djibouti, en commençant par notre président, son Excellence M. Ismaël Meguele, soutient fermement le peuple de Palestine. Donc je souhaite, Inch'Allah, khair pour nos frères et sœurs palestiniens. Je souhaite que la trêve qu'ils ont fait va continuer, Inch'Allah. Eh bien, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien et a fermement condamné les actions jugées terroristes d'Israël à l'encontre de la population sans défense de la Palestine. C'est la 17e édition. Cette marche elle est intitulée la marche de la paix. Mais cette année, on l'a dédiée à notre frère palestinien. Comme vous avez vu dans les réseaux et surtout sur les ondes de la RTD, le président de la République a été un des rares présidents à s'engager auprès des Palestiniens. Et sinon, le premier en Afrique, et signataire d'un traité aussi, avec 4 autres pays. Donc d'abord d'emblée, bravo à notre président de la République. Et tous les Djiboutiens ont emboîté le pas. Aujourd'hui, on dédie cette marche à nos frères palestiniens
D'ailleurs, l'ambassadeur ici présent a fait la marche avec nous. Il faut savoir aussi que lorsqu'on parle de Palestine, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des hommes. Nous avons des mamans et surtout des enfants hein, qui sont morts à cause de l'agression israélienne. Donc on ne peut pas rester indifférent. Lorsqu'on voit ces images atroces, il faut qu'on garde ça dans notre tête et le définir de la meilleure des façons. Aujourd'hui, on l'a défini avec une marche pour montrer que nous sommes solidaires, mais aussi on a fait sortir ce que nous avions dans notre poche et le dédier à la cause palestinienne. Et comme je vous le disais, une trêve de 4 jours devront permettre la libération d'otages retenus dans la bande de Gaza en échange des prisonniers palestinien est entrée en vigueur officiellement aujourd'hui à 7 h heure locale. Cette pause humanitaire négociée sous la houlette du Qatar, de l'Égypte, des États-Unis intervient alors que la guerre est dans son 49e jour. Les premières libérations d'otages sont attendues aux alentours et au total 50 otages doivent être libérés. Prisonniers palestiniens, le temps de cesser le feu. Et nous venons d'apprendre que 24 otages, dont 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin, ont été remis cet après-midi au comité international de la Croix-Rouge à Gaza par la résistance du Hamas. Tandis qu'Israël a libéré 39 femmes et enfants détenus dans ces prisons, selon le ministère qatarien des Affaires étrangères. Pour rappel, la trêve dans la bande de Gaza est entrée en vigueur ce matin et doit être suivie par des libérations. Autre actualité dans ce 22 h, c'est aussi le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abi Saïd, accompagné de M. Khadir Omar Khalileh, conseiller technique en communication, et de M. Ali Hassan, cadre de la CNSS, ont pris part à la 5e session de la conférence islamique des ministres du Travail qui s'est tenue du 21 au 23 novembre à Bakou, en République d'Azerbaïdjan, sous le signe Solutions innovantes et numérisation du travail et services d'emploi dans les États membres de l'OCI. La conférence, qui a réuni les ministres du Travail de tous les États membres de l'OCI, a été présidée par le ministre du Travail, de la Protection sociale de la population de la République d'Azerbaïdjan, M. Sahil Babayev. Au cours des travaux de cette session, les ministres ont passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des solutions de la CMT, de la stratégie du commerce du travail, de l'OCI, des renforcements des capacités de la main-d'œuvre et l'amélioration de la protection sociale, ainsi que d'autres activités destinées à la lutte contre le chômage, parallèlement à la séance ministérielle, la session inaugurale de l'Assemblée générale du Centre de travail de l'OCI, qui est une institution spécialisée de l'OCI, nouvellement créée dont le siège est à Bakou, en Azerbaïdjan. Au lieu de la même salle, à cette occasion, plusieurs pays membres de l'organisation, dont la République de Djibouti, représentée par le ministre du Travail, Omar Abi Saïd, ont procédé à la signature et l'adhésion du statut de ce centre. L'activation du Centre du travail de l'OCI favorisera également une coopération mutuellement bénéfique entre les États membres de l'OCI dans les domaines du travail, de l'emploi, de la protection sociale. Ensemble, cette conférence ministérielle a unanimement condamné l'agression israélienne contre la population palestinienne. En outre, les ministres ont réaffirmé leur soutien à la résolution de Riyad. Dans un réquisitoire scellé, le ministre du Travail a dénoncé l'injustice que subit le peuple palestinien. Plus loin, il a dévoilé les avancées majeures dans la mise en œuvre des résolutions contre le chômage et pour l'amélioration de la protection sociale. Écoutons le ministre. De prendre part à la 5e conférence islamique des ministres du Travail. Je remercie et félicite vivement son Excellence M. Sahil Babayev, ministre du Travail et de la Protection sociale de la population de la République d'Azerbaïdjan, pour nous avoir confié à cet important sommet. J'ai saisi cette occasion pour adresser mes vifs remerciements au gouvernement de la République serbe d'Azerbaïdjan pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à Bakou depuis notre arrivée. Avant de partager avec vous les grandes lignes qui guident nos actions pour élever les enjeux des thématiques à l'ordre du jour de cette conférence, tournée sur le développement humain, je voudrais, à l'instar des autres nations qui m'ont précédé, exprimer toute ma solidarité à l'endroit du peuple palestinien qui subit depuis plus de 2 mois
un déluge de faits d'une violence inouïe de la part d'Israël. Cette guerre qui s'est traduite par un massacre à grande échelle des innocents civils, parmi des pépés, des nourrissons, des femmes âgées, des vieillards, ainsi que des destructions totales des infrastructures essentielles à la vie, constitue pour nous un plus grand défi qui s'adresse aujourd'hui à notre organisation. Les pays membres de l'OCI doivent affirmer à l'unisson et sans ambiguïté leur soutien à la cause palestinienne et faire appliquer la résolution adoptée à Riyad récemment le 11 novembre 2023. Nos prières vont à toutes ces familles qui souffrent de cette guerre injuste. La République de Djibouti condamne vigoureusement cette agression et cette barbarie et demande et lance un appel à la communauté internationale pour que cesse finalement cette barbarie et ce génocide contre le peuple palestinien. Pour revenir aux différents points à l'ordre du jour de la conférence, la lutte contre le chômage, la création d'emplois et la transition numérique représentent autant de priorités à l'agenda de la politique de notre gouvernement. La mise en œuvre des stratégies et des programmes pour investir dans ces domaines d'action nécessite un développement alliant, croissance économique inclusive, capable de créer des emplois et d'assurer le progrès social. L'objectif principal étant d'offrir un emploi décent à tous les citoyens, d'assurer un socle de protection sociale intégrant une assurance maladie universelle et des filets sociaux pour amortir les chocs exogènes tels que la maladie, la sécheresse, la sécurité alimentaire. En matière de protection sociale, la République de Djibouti est engagée dans la construction d'un système de protection sociale universelle qui garantit l'accès aux soins et à l'hospitalisation de tous ses citoyens. Autre avancée majeure sociale, et c'est afin de renforcer l'émancipation et l'épanouissement de la femme djiboutienne, notre pays accorde des congés maternité de l'ordre d'un semestre pris en charge entièrement par l'État. Nous devons également instaurer un solide partenariat social et assurer l'accroissement de toutes les formes d'opportunités permettant d'améliorer nos capacités d'absorption du chômage telles que définies dans la charte de notre organisation et le statut nouveau du centre du travail inauguré hier à Pakou en marge de cet événement. Retour à Djibouti, une foire artisanale des coopératives des femmes du milieu rural, en l'occurrence à Samo et Dougoum, est organisée jeudi par le ministère de la Femme et de la Famille à Al-Gamil, un événement purement culturel au profit du monde rural et de l'artisanat afin de permettre aux artisans de libérer leur génie créateur, de produire des belles pièces. Cette journée riche en couleurs a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, et a vu la participation du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsamandirié, de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, les objets d'art comme les bijoux et les porte-clés perles, les vanneries, les divers objets décoratifs, les produits agroalimentaires tels que les confitures, produits purement fabriqués par la coopérative de Assamo, et les fromages des Dougoum sont tous exposés par les femmes artisanes. Les expositions des objets d'art au stand reflètent la volonté émancipatrice de ces artisanes, mais également la richesse de notre patrimoine artisanal. C'est un projet qui concerne la région et qui est financé par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDES. Cette foire s'inscrit dans ce projet. L'objectif de ce projet, c'est d'autonomiser les femmes artisanes et d'appuyer les coopératives et c'est d'appuyer ces femmes-là afin qu'ils s'autonomisent, d'atténuer la disparité entre les régions. C'est ça l'objectif de cette journée. Alors, d'un autre côté, il y a un double objectif. Le double objectif de ce foire, c'était de donner une visibilité à ces femmes artisanes parce que pour montrer au pays, au monde,
que nous avons un savoir-faire qui peut aider à atténuer la disparité entre les régions. Et cette disparité entre les régions est l'une des missions de l'ADDS. Et le mandat de l'ADDS, qui est de lutter contre la pauvreté, mais également d'atténuer les disparités entre les régions. Eh bien, la ministre de la Femme et de la Famille a, dès son arrivée, à profiter des visites des différents stands où les artisanes n'ont rien laissé au hasard pour étaler leur savoir-faire auprès des visiteurs des marques qui se sont déplacés pour l'occasion. Écoutons l'extrait de la ministre. Aujourd'hui, nous sommes présents aux côtés du ministre du Commerce et le secrétaire général du ministère des Affaires sociales pour participer à une foire d'exposition, dégustation des produits artisanaux, agroalimentaires fabriqués par les femmes des régions de l'intérieur. On essaie de maintenir ce rythme de façon habituelle à ce que les produits artisanaux made in Djibouti puissent être exposés dans la capitale. Au niveau des régions de l'intérieur, le travail de l'artisanat est principalement exécuté par les femmes. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est que nous avons mis en place, avec l'appui du ministère des Affaires sociales à travers la DDS, des mini-usines de transformation pour la fabrication de la confiture dans la zone de Assamo, dans la région d'Ali Sabié, et le fromage. C'est des produits naturels qui viennent des fruits et légumes des jardins de Assamo et qui viennent des laits de chèvre de la région de Dougoum. Donc c'était des travaux artisanaux auparavant, mais maintenant c'est devenu des petites industries et leur capacité de production va être un peu plus importante. Donc ce qui est pour nous utile, c'est à travers donc, le ministère du Commerce de pouvoir disponibiliser ces produits-là au niveau des grands supermarchés, que ça soit vendu au grand public, du Made in Djibouti, et je pense que la population djiboutienne est prête à consommer. Quand il s'agit de l'artisanat, c'est des produits faits par nos femmes et nous veillons à ce que toutes les occasions qui se présentent pour que ces produits artisanaux puissent être vendus soient utilisées. Le mois d'octobre, une grande foire a été faite. Aujourd'hui, on est en train de faire cette mini-foire au niveau du supermarché Al-Gamil. Et Inch'Allah, on se prépare pour la grande foire internationale qui sera organisée par la Chambre de commerce au mois de décembre. Éducation, cette fois-ci, où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, et le Centre de formation des enseignants enseignement fondamental, intitulé Marguerite, a organisé ce matin la conférence sur le développement de l'éducation dans la modernisation du Japon. L'événement s'est tenu au Palais du Peuple en présence du secrétaire général du MELFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, du représentant résident de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki, du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Djibouti, M. Oshima, de la directrice générale du CFF, Mme Aïcha Farah El-Tere. En outre, la participation de nombreux conseillers pédagogiques, les chefs d'établissement scolaires, les concepteurs des manuels scolaires du CRIPEN ainsi que des formateurs du CFF ont pris part à cette conférence. L'objectif, rappelons-le, de cette conférence est de promouvoir le dialogue et le partage d'expériences entre les participants afin d'identifier des solutions efficaces et adaptées aux différents contextes nationaux. Les leçons tirées de l'expérience japonaise dans le domaine de l'éducation pourront ainsi être appliquées dans d'autres pays, contribuant ainsi à la modernisation de leur propre système éducatif. La conférence vise à explorer les meilleures pratiques des politiques éducatives et les stratégies mises en œuvre par le Japon pour promouvoir l'éducation de qualité. Avec les pays partenaires. Pour le cas de Djibouti, nous avons plusieurs projets en cours dans divers domaines tels que les infrastructures, la santé, la sécurité maritime et l'éducation. Notamment dans le domaine de l'éducation, la construction d'une école fondamentale Nitobe, de base nom d'un des éducateurs japonais, sera achevée et inaugurée très prochainement dans le cité Nassib. La JICA continuera dans ce sens et va même redynamiser ses efforts pour contribuer au développement de Djibouti. Je tiens tout d'abord à manifester mes profonds respects aux futurs enseignants djiboutiens ici présents dans cette salle pour avoir fait le choix de s'affronter au plus grand défi de notre société qui est de garantir le meilleur futur à nos enfants. Ici à Djibouti, l'assistance du Japon vise la promotion du développement socio-économique durable, contribuant à la stabilité régionale
et situe le renforcement des capacités humaines au premier rang parmi les 3 principaux piliers d'intervention. Notons qu'enfin, les participants de la conférence, à l'occasion d'échanges des connaissances et l'expérience, d'explorer les collaborations potentielles et de discuter des défis communs liés au développement de l'éducation dans un contexte de modernisation. Écoutons le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. En quelques mots, si vous le permettez, montrer l'importance de l'éducation dans le développement des pays. Beaucoup de pays ont pris comme base pour le développement la structuration et le renforcement de l'éducation. Le rôle de l'éducation dans ces pays-là a permis de favoriser la croissance économique à long terme. Le Japon en est un exemple, mais également aussi, donc, toutes les études maintenant le montrent, qu'il y a une corrélation étroite entre le PIB d'un pays et son éducation ou le développement de l'éducation. Et l'impact positif qu'a l'éducation sur le développement et la croissance d'un pays. Le deuxième point essentiel, c'est que l'éducation favorise également toutes les innovations, que ce soit les innovations techniques, les innovations technologiques, mais également aussi les innovations dans le domaine sociétal. Le troisième point sur lequel je voudrais aussi insister, c'est que l'éducation favorise le renforcement des institutions. Aujourd'hui, si les pays développés comme le Japon a réussi à atteindre ces stades de développement, c'est que parce qu'il y a eu aussi des institutions fortes. Et des institutions très fortes passent par les hommes et les femmes qui conduisent ces institutions. Donc je voudrais remercier le Japon parce qu'il nous a accompagnés par la construction d'établissements scolaires. Et les derniers, donc c'est celui qu'on va bientôt inaugurer, Inch'Allah, l'école fondamentale de Nassib, l'école Nitobe, qui est un grand complexe d'écoles primaires, mais également aussi des collèges. Et en passant aussi par la construction du CFF, qui permet la formation de tous nos enseignants, mais également les cadres pédagogiques. Donc un grand merci au gouvernement du Japon et à la JICA pour cet appui conséquent. Et dans notre rubrique, la deuxième soirée de la 16e de finale du concours Jeep Talent s'est tenue hier soir à la radio-télévision de Djibouti. 8 candidats étaient en lice pour tenter de décrocher leur place pour la 8e finale. Après une soirée riche en émotions, 2 candidats ont été qualifiés, à savoir Saïd Mohamed, chanteur en langue afar, et de Wahda Daba, et de Yassine Hussein, chanteur en langue somali. Saïd Mohamed, jeune chanteur en herbe, a interprété une chanson qui a enflammé l'audience. Son interprétation plutôt a été saluée par le jury qui a notamment apprécié sa voix puissante et son charisme. Yassine Hussein, quant à lui, a interprété une chanson connue du grand public qui a chanté avec lui à l'unisson. Sa prestation a été remarquée par le jury pour sa technique vocale et son interprétation expressive. 3, 2, 1. Saïd Mohamed Kini. oo lambar 1 soo baxay Yaasiin. Hanuy koliyo adoy seliyo. Dadka walaba beerkayo ogiya laabta iska jecel. Catastrophe humanitaire, catastrophe sanitaire. Georgia, 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 Georgia. Dadka reer Falastiin dagaalka ka Georgia, 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 Georgia. تكرر فلسطين حسوقة كجودية قالوا جبوتي مراي فلسطين عرتنا لي بسولي ساي سولي سا بسولي ساي سولي سا فلسطين ديرك لي قال حرية فلسطين.
Direction le sud du pays où l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et la nutrition en collaboration avec le FAO a organisé hier matin une caravane parlementaire portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la localité d'Assamo. Cette initiative est orchestrée par l'Alliance parlementaire djiboutienne sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui a pour objectif de sensibiliser et d'échanger avec les communautés agro-pastorales. Cet événement pourrait significativement contribuer à renforcer la résilience de nos concitoyens face aux enjeux alimentaires et nutritionnels. La caravane était composée des parlementaires de la région, des membres de l'Alliance parlementaire djiboutienne. La délégation de la caravane conduite par la présidente de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et la nutrition, Hadi Ahmed Debarkala, a été accueilli à son arrivée à la préfecture par le préfet de la région d'Ali Sébié, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le vice-président du conseil régional, Nuh Saïd Geldon, en présence de la préfet adjointe. Le Parlement djiboutien a décidé de créer en 2020 une alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et la nutrition, avec l'appui technique et financier de la FAO, afin de porter et de construire un engagement politique pour le développement et l'application des mesures législatives porteuses contre la faim et la malnutrition. Ainsi, cette initiative s'inspire des expériences réussies à travers le monde et sur le continent africain pour mettre en place des partenariats stratégiques à tous les niveaux pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays en déficit vivier comme le nôtre. Enfin, la forte délégation parlementaire conduite par la présidente de l'Alliance parlementaire djiboutienne s'est rendue à Assamo pour rencontrer et discuter avec les membres du gouvernement de la coopérative agricole de la région. Accueilli sur place par le doyen député de la région, l'honorable Abdi Khair Bouh, le sous-préfet de la localité d'Ali Adé, la population agricole d'Assamo, hommes et femmes les ont accueillis. L'objectif était clair, discuter des défis pressants en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti et élaborer des stratégies concrètes pour y faire face. Et dans la page faits divers, dans le cadre de la lutte acharnée contre le trafic illicite des marchandises, une opération de saisie de 4 de contrebande a été minutieusement conduite par les agents de la douane et les forces de la police nationale du commissariat de Hodan, démontrant l'engagement indéfectible envers la préservation de l'intégrité économique nationale. Au cours de cette opération, les agents de la douane ont réussi à intercepter environ 50 colis de 4, chacun renfermant plus de 100 paquets de cette substance illicite. La saisie de cette a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. La contrebande de 4 en particulier représente une menace sérieuse pour l'économie locale. Les agents des douanes de la police nationale travaillent de concert pour démanteler ces réseaux illicites et protéger les frontières du pays contre ce commerce nuisible. La destruction des marchandises saisies sur place souligne l'engagement ferme à éliminer les activités illégales qui minent la stabilité économique de Djibouti. Cette action vise aussi à décourager non seulement les trafiquants, mais aussi à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de cette pratique sur l'économie nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse aggravés par le réchauffement climatique et qui menacent la sécurité alimentaire de la population, de la faune de ce pays d'Afrique australe. Tinashe Faraway, porte-parole de l'autorité de gestion des parcs de la faune sauvage du Zimbabwe, estime que la question du changement climatique doit être prise au sérieux. Par exemple, nous sommes presque à la mi-novembre, nous n'avons pas encore vu la pluie, la saison n'a pas encore commencé. Ces facteurs ont donc un impact réel sur notre faune car nous avons pu constater que les animaux se déplacent sur de longues distances à la recherche de points d'eau, a-t-il déclaré. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.